Jérôme Aymard, depuis 35 ans, Aquafrican élève des poissons en pleine mer en cherchant à le faire de manière durable. Quelles sont les principales caractéristiques de votre aquaculture? D'abord, en matière d'alimentation de vos bars et dorades royales. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que l'aquaculture de bar et de dorade, c'est durable? Au niveau de l'alimentation, un des reproches qui est régulièrement fait sur l'aquaculture, c'est de dire il faut pêcher plus de poissons sauvages qu'on va transformer en farine animale qu'on ne va produire de poissons d'élevage. Et c'est ce qui se passait effectivement il y a 40 ans. Il fallait pêcher 5 kg d'anchois au large du Pérou pour produire, in fine, 1 kg de bar à Cannes. Le ratio ne paraît pas très favorable. Or, aujourd'hui, il s'est passé deux choses dans la formulation de l'aliment qui permet de complètement inverser ce ratio. Les deux choses, c'est l'introduction de végétal dans l'alimentation. On y a introduit des farines de maïs, de l'huile de tournesol et des choses comme ça. Et deuxièmement, on a introduit des coproduits de la pêche dans l'aliment. On pêche un saumon, on va lever les filets de saumon, ben, il va rester les arêtes, des choses comme ça qui sont d'excellents nutriments pour le poisson qu'on va surtout pas mettre à la poubelle. Et on va revaloriser sous forme de farine, donc on va réintroduire dans l'aliment qui va nourrir nos poissons. Et donc aujourd'hui, il faut 300 grammes de poissons sauvages pour faire 1 kg de poissons d'élevage. Donc ça c'est durable. Vos poissons sont élevés dans des cages à faible densité moyenne. Quels sont les avantages de ce type d'élevage? Aujourd'hui, la réglementation régionale impose un maximum de 40 kg par mètre cube. Le label bio impose 15 kg de poissons par mètre cube d'eau maximum. En moyenne, nous, on est entre 11 et 12 kg par mètre cube, donc on est inférieur au label bio. Pour nous, c'est vraiment un marqueur de notre ferme. Ça veut dire que c'est des poissons qui vont avoir plus d'espace pour nager, pour créer du muscle, moins de frottement entre eux, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le risque sanitaire qui se trouve d'autant plus réduit. Un être humain qui a le Covid, qui rentre dans un métro parisien bondé à l'heure de pointe, bon, bah, on sait qu'il va contaminer tout le monde. Bon, c'est un peu la même chose pour nous ici. Des faibles densités, c'est un risque sanitaire qui est moindre. Et puis enfin, la troisième chose, c'est aussi une incidence environnementale qui se trouve évidemment d'autant plus réduite. Vous apportez également une attention particulière à l'entretien de vos filets. Comment procédez-vous pour préserver au mieux l'environnement de vos poissons? Alors, la propreté du filet, elle est importante pour qu'il y ait toujours une très bonne circulation d'eau entre le milieu extérieur et l'intérieur du filet, pour que l'eau soit toujours renouvelée et qu'il y ait toujours suffisamment d'oxygène disponible pour les poissons. Une des pratiques courantes dans l'aquaculture, c'est d'enduire ces filets d'une peinture anti-fouling, comme celle qu'on applique sur les coques de bateau pour prévenir la fixation des salissures. Or nous, chez Aquafray, on a considéré que mettre un biocide en fait, dans un filet qui lui-même va être grignoté par les dorades parce qu'elles adorent venir un petit grignoter les filets, on prend le risque qu'elles ingèrent un produit qui serait toxique pour elles, et donc on a choisi de ne pas utiliser ces peintures anti-fouling. Pour garder des filets propres, ça nous oblige à sortir plus souvent nos filets de l'eau, à les nettoyer, à les remettre à l'eau, etc. Vous pêchez au salar, c'est un moyen qui vous permet de choisir précisément la taille des poissons que vous allez ensuite livrer aux clients? C'est plutôt un moyen qui nous permet de préserver la qualité du poisson après la pêche. La qualité du poisson, quand elle arrive sur la table du consommateur final, c'est 50% les pratiques d'élevage et 50% le traitement du poisson après la pêche. Et ces 50% après la pêche, ça commence par la pêche délicate au salar, c'est-à-dire qu'on va sortir des relativement petites quantités à chaque épuisette, puisque le salar c'est finalement qu'une grande épuisette, qui nous permet du coup de ne pas abîmer le poisson au moment de sa sortie de l'eau. Alors aujourd'hui, la qualité de vos poissons d'élevage est-elle identique à celle des poissons pêchés en pleine mer? Aujourd'hui, en tout cas, après la pêche, on a mis en place un traitement du poisson en flux tendu. C'est-à-dire qu'on ne sort de l'eau que le poisson qui nous a été commandé par nos clients et qui vont être expédiés le jour même. Le poisson, il sort de l'eau entre minuit et 4 h du matin, il est conditionné ici entre 4 et 8 et il prend le camion à 10 h. Ce qui permet d'avoir un poisson qui est à minuit à Rungis, donc moins de 24 heures après la pêche. Le poisson, il est ultra frais. L'exemple contraire, un poisson qui va être pêché en Grèce ou en Turquie, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le moment de pêche va être déclenché différemment, c'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'un enclos est arrivé à taille commerciale. Donc là, ils vont pêcher tout l'enclos. Pêcher tout l'enclos, l'amener à terre, le stocker. Puisque tout l'enclos va arriver. Ça ne correspond pas systématiquement aux commandes. Voilà. Une première phase de stock. Et puis ensuite, il y a une phase de transport. Le poisson, il va être transporté en camion pour venir de Turquie. Il va falloir 3 ou 4 jours pour venir. Et donc, on va arriver in fine sur un produit qui est mis à disposition
sur les marchés de gros, avec un poisson qui a moins de 24 heures et un poisson qui a déjà 5 ou 6 jours. Il y a une méthode précise de conservation, des sorbets de glace. Voilà, c'est ça. On vient préserver le poisson dans la glace, etc. Mais c'est surtout le fait que le poisson, quand il arrive chez nos clients, il a été pêché depuis moins de 24 heures. Aujourd'hui, le comparer au poisson sauvage, c'est une question de goût. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a parmi nos clients des restaurateurs étoilés, au guide Michelin, des palaces de la Côte d'Azur. Et ces gens-là ont notre produit à la carte. On peut parler de vos clients, quels sont-ils? Vous ne faites que du B2B. Nous, on fait que du B2B, exactement. Et on va distribuer pour moitié nos produits dans la grande distribution via des réseaux qui sont capables de mettre en avant et de valoriser la qualité du produit. Donc, je pense en particulier à la chaîne de magasins Grand Frais. Et puis l'autre moitié, ce sont des grossistes qui eux-mêmes vont distribuer les poissons à des restaurateurs ou à des détaillants poissonniers. Actuellement, vous avez plusieurs sites de production sur le littoral des Alpes-Maritimes. Alors, quels sont-ils? Jusqu'à l'année dernière, Aquafrais avait 5 concessions, 2 le long du Cap d'Antibes, une ici à la Batterie, une aux îles de Lérins et une à Théoul. En août l'année dernière, on a obtenu une nouvelle concession qui va se situer à mi-distance entre la Batterie et le site des îles de Lérins. L'ouverture de ce nouveau site s'accompagnera de la fermeture des 2 sites du Cap d'Antibes et de la fermeture du site de Théoul-sur-Mer. Et au moment où on se parle, on est dans la phase de transition entre ces 2 situations. Donc de 5 concessions il y a 2 ans à 3 concessions d'ici 2 ans. Vous en avez parlé, le nouveau site a longtemps défrayé la chronique. Où en est-on exactement? Donc il y a une opposition de la mairie de Golfe-Jean, l'autorisation donnée par la préfecture, mais il y a encore pas mal de procédures avant la mise en œuvre. Aujourd'hui, on a obtenu l'autorisation d'ouverture du nouveau site. L'arrêté préfectoral a été pris, nous autorisant à ouvrir et à exploiter ce nouveau site. Cette autorisation préfectorale fait l'objet d'un recours non suspensif qui est en cours d'instruction. À quel horizon vous envisagez d'ouvrir ce nouveau site et quelle dimension aura-t-il? La dimension qui nous a été autorisée, c'est une superficie qui est équivalente à la superficie des 3 sites qu'on s'engage à faire. Donc c'est 24 000 m². Pour donner un ordre de grandeur, la concession qu'on a juste devant ici fait 30 000 m². Ça sera moins que celle de la Batterie. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est important de regarder en détail les projets. L'opposition a souvent caricaturé le projet qu'on voulait mettre en place en disant que c'était un projet pharaonique. Projet pharaonique, si je vous dis c'est un petit peu plus petit que le site de la Batterie qu'il y a ici juste devant, ok, c'est pas rien, c'est 24 000 m², enfin, pour relativiser un peu les choses. C'est un site sur lequel on va conserver, nous, ce qui fait la qualité de nos produits aujourd'hui. Par exemple, les sujets de densité seront exactement les mêmes que dans notre élevage actuel. Vous pourrez installer des cages un peu plus profondes? Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur un endroit qui nous permettait tout à la fois de tenir compte de la posidonie, des usages de la baie aussi, je pense notamment à la plaisance. On a voulu tenir compte aussi de la pratique des pêcheurs. On a voulu le dimensionner par rapport aux conditions météorologiques extrêmes qui peuvent se présenter, etc. Et puis, on a aussi cherché des sites qui fournissent un milieu de la meilleure qualité possible pour l'élevage de nos poissons. Donc on est arrivé à cet emplacement qui se trouve être sur des fonds de 50 mètres. Ça nous permet d'avoir des filets qui font 15 mètres de profondeur et donc qui sont quasiment 2 fois plus profonds que les filets qu'on exploite aujourd'hui. Donc à superficie équivalente, avec 2 fois plus de profondeur, on a 2 fois plus de volume et donc on peut faire plus de poissons. On parle de Golfe-Jean, mais en fait, le site est presque plus proche de Cannes que même le site de la Batterie. Exactement. En réalité, quand on essaie de tracer la délimitation communale entre Golfe-Jean et Cannes au large, on est à peu près à 80% sur la commune de Cannes et à 20% sur la commune de Valoris. Vous ne m'avez pas vraiment répondu sur la date de mise en œuvre du projet. Et à partir de là, quelles sont les perspectives de développement d'Aquafrais Cannes? L'objectif, in fine, une fois que toutes ces transformations-là auront eu lieu, ce sera d'avoir une production annuelle de 1200 tonnes. Aujourd'hui, elle est à 600 tonnes. L'objectif, c'est de passer à 1200 tonnes. Encore une fois, pour une production française, ça peut paraître significatif. Pour une consommation française qui est composée majoritairement d'importations, c'est extrêmement faible. Par rapport aux 120 000 tonnes qui sont faites en Grèce, faire 600 tonnes de plus, c'est juste anecdotique. Voilà. Donc ça, c'est l'objectif final. Vous avez compris qu'on a des cycles d'élevage qui sont longs, qui sont entre 2 et 4 ans, premièrement, et que nous, on ne va pas passer de 600 tonnes à 1200 tonnes en une fois. On va y aller par paliers successifs. Donc ça veut dire que quand on parle des 1200 tonnes, on parle de quelque chose qui est à horizon 2030.
Alors aujourd'hui, l'aquaculture dans la baie de Cannes, c'est quelque chose de rentable, puisqu'il y a quelques années, malheureusement, la Provence a connu des difficultés. Alors, c'est une bonne question parce que l'aquaculture, c'est d'abord une activité qui demande beaucoup d'immobilisation, principalement dans le stock. Si mon poisson, je l'élève pendant 4 ans, c'est-à-dire que je vais le mettre à l'eau quand il fait 10 grammes, donc là, je vais payer l'alvineur. Puis pendant 4 ans, on va distribuer l'aliment qu'on va payer. On va rémunérer des aquaculteurs qui vont s'occuper des poissons. Et c'est qu'au bout de 4 ans que je vais pêcher le poisson et que je vais récupérer, entre guillemets, de l'argent. Donc c'est une activité qui immobilise beaucoup d'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, est-ce que c'est rentable? Oui, si on est capable de valoriser le fait qu'on fait ici une production qualitative, livrée en circuit court, en flux tendu, et qui est un produit qui est totalement différent du produit d'import. Dit autrement, l'activité est rentable si le prix de vente n'est pas celui qui est pratiqué sur les produits d'import. Et pour terminer, une cohabitation apaisée avec les pêcheurs traditionnels est possible? Elle existe déjà dans la baie de Cannes? Ce projet de transformation dont je vous parlais tout à l'heure, nous on est bien conscient qu'on vient d'abord parler d'une activité qui est généralement mal connue. Quand on parle d'aquaculture aujourd'hui à un Français, il va penser pollution, il va penser antibiotiques, il va penser mal-être animal, etc. La deuxième chose, c'est qu'on est bien conscient de faire cette activité dans un milieu qui est exceptionnel. Cette zone qui va du Cap d'Antibes à l'Estérel, c'est quand même une zone qui est exceptionnelle, on le sait bien. Donc tout au long de ce projet, nous, on a cherché à rencontrer un maximum de personnes pour expliquer notre projet. Donc oui, travailler en bonne intelligence, c'est tout à fait possible. Et le meilleur exemple, c'est le cas concret du site des îles de Lérins. Vous allez déplacer légèrement le site? Exactement, qui lui va être modernisé. Et dans le cadre de sa modernisation, on a présenté le projet, discuté du projet avec les autres acteurs de la baie, qui sont les pêcheurs de Cannes, les acteurs du yachting. Et on a considéré que le plus opportun pour s'éloigner de la posidonie, pour libérer une zone qui est propice à la pêche professionnelle, pour nous travailler sur des fonds qui sont aussi de meilleure qualité, et en coordination avec le yachting, on a réussi à décaler le site. Et le projet a fait l'unanimité en commission nautique locale au mois de mars dernier. Et puis, par rapport à la pêche professionnelle, il y a un effet sans doute mal connu, mais qui est extrêmement fort d'une ferme aquacole sur la population de poissons sauvages. C'est phénoménal, aux alentours et en dessous. Il y a des études qui ont été faites ici localement. On a fait plonger les scientifiques du conseil scientifique des îles de Lérins, qui nous ont fait une étude de population de poissons autour de nos installations, qui ont démontré qu'il y avait une très forte présence de poissons sauvages, des tout petits poissons herbivores, jusqu'aux super prédateurs à l'autre bout. Donc on a de la petite castagnole, et à l'autre bout, on va avoir du denti, du barracuda, voire des thons qu'on a déjà vu passer de temps en temps. On a même un mérou qui est sous la ferme du Cap en ce moment, quoi. Et ça, quelque part, d'une façon ou d'une autre, ça pourra que bénéficier à la pêche professionnelle.